À cette conférence, d'être venu pour cet événement. Je tiens à remercier aussi l'Institut français de Tlemcen, toute l'équipe de m'avoir accueilli. J'ai vraiment été accueilli dans les meilleures conditions. J'ai pu déjà faire 2 ateliers avec les enfants de l'Institut français, c'était vraiment excellent. L'atelier s'appelait « Une oasis dans la ville ». On s'est intéressé un petit peu à comment construire un écoquartier tout en restant dans l'esprit de l'oasis, dont on va parler d'ailleurs à un moment. Voilà, Amen. Je te remercie aussi beaucoup pour ton accueil. Donc, Oikos Logos. J'ose espérer que ce titre un peu bizarre a un petit peu titillé votre curiosité. Et donc, nous allons parler de l'écologie par les mots, mais j'aimerais, dès le début, avec cette citation, en fait, lever un malentendu, parce que parler d'écologie par les mots, ça ne va pas vouloir dire qu'on va seulement rester dans le champ de la parole. L'idée, c'est vraiment, en fait, de mieux comprendre les mots qui font l'écologie et l'environnement pour agir. Et donc, j'ai choisi cette citation de ce linguiste et anthropologue américain qui dit que le langage est un environnement invisible, mais omniprésent, qui façonne notre façon de penser, de ressentir et d'agir dans le monde. Et ici, agir est très important. Quand j'étais bien plus jeune, mon prof d'histoire me faisait écrire au début de notre cahier une phrase qui est restée dans ma tête, qui est « Apprendre sans comprendre, c'est avancer dans les ténèbres ». Eh bien, je pense que agir sans comprendre aussi, c'est exactement la même chose. Donc, en ce qui concerne le plan de cette présentation, on va d'abord faire un petit exercice mental autour de cette phrase, tout ce qui nous entoure et nous influence. Après, on va s'intéresser à la révolution de la maison. On va même s'attarder un petit peu sur cette révolution de la maison. Puis, nous allons voir comment, en fait, on est passé de l'économie à l'écologie entre le 18e et le 19e siècle. Comment, à partir du 20e siècle, eh bien, on est passé de l'écologie à l'environnement. Et puis, comment, du 20e au 21e siècle, eh bien, nous sommes passés de l'environnement au développement durable. Et je vous proposerai donc, pour conclure, de voir comment au XXIe siècle, en Algérie, en Afrique du Nord, comment nous pourrions passer du développement durable à la darologie. Alors, je vous laisse la surprise de ce qu'est la darologie, mais vous avez peut-être compris que la maison va jouer un rôle très important dans cette conférence. Et j'espère que nous aurons le temps, bien sûr, de discuter, si le temps nous le permet. Tout ce qui nous entoure et nous influence. Cette phrase, elle est très très simple et pourtant, pour moi, elle résume bien et elle explique un concept des plus complexes. Un mot qu'on utilise tout le temps et pourtant qui est très compliqué à saisir. C'est bien entendu l'environnement. Alors, j'ai mis en gras, je vous ai laissé un petit peu en gras la racine de ce mot. On aura le temps de s'y attarder tout à l'heure, mais ce que je voulais vraiment insister, c'est qu'en fait, il faudrait rajouter quelque chose à tout ce qui nous entoure et nous influence. Il y a aussi cette notion de tout ce que nous entourons et influençons. Parce qu'un environnement, ça ne peut pas être seulement quelque chose que l'on subit. C'est une responsabilité aussi, l'environnement. Et cet environnement, nous avons le devoir de le façonner aussi à notre tour. Et cette responsabilité, à mon humble avis, elle est vraiment au cœur du combat de l'écologie et de l'environnement. Venons-en à notre petit exercice mental. À votre humble avis, quelle pourrait être donc la relation entre cette pomme et ce smartphone? Je vous le dis tout de suite, il y a un indice dans un des dessins. Attendez. Bon, je ne suis pas mentaliste, mais c'est clair que pour la plupart d'entre vous, c'est cette image qui est apparue en associant l'image de la pomme et l'image du smartphone. Et pourtant, même si vous êtes sur la bonne voie, ce n'est pas vraiment la réponse. C'est un petit peu plus compliqué. Je recommence. Voilà, je vous laisse encore un indice. Non, vous ne voyez pas? Allez, on va aller un peu plus loin dans l'indice. Cet indice, ce sont ces pépins. Les pépins qui sont des graines. Vous n'êtes pas sans savoir que les végétaux sont des organismes, des êtres vivants éminemment statiques. Ils ne bougent pas.
Et pourtant, ils arrivent à voyager non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et comment voyagent-ils? Justement, à travers la diffusion de leurs graines, voilà, donc par divers biais, dont le vent, l'expulsion, les animaux et l'eau. Et ces graines, une fois qu'elles arrivent dans la nature par un heureux hasard, on va dire, dans le sol, elles se développent et deviennent des végétaux. Et vous avez tout un processus qui se fait, une économie circulaire, hein, puisqu'elle se reproduit, et surtout puisque dans la nature, vous savez bien que rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. Alors vous dites, oui, c'est bien, monsieur Tidjani, vous êtes en train de philosopher et de nous citer le principe de Lavoisier, mais on n'a toujours pas compris quelle est la relation entre cette pomme et mon smartphone. D'accord. Je vais reformuler ma question d'une autre façon. À votre avis, pourquoi les pommiers font-ils des pommes? Pourquoi les pommiers produisent des pommes? Vous mangez des pommes? Est-ce que... Pardon? Elles sont à base de graines de pommes. À votre avis alors? Parce que je sais pas, vous mangez des pommes, mais j'ose espérer, vous êtes un jour posé la question, est-ce que vous pensez que les pommiers, comme tous les arbres fruitiers, sont de grands altruistes et font des pommes pour votre bon plaisir et pour que vous puissiez déguster des pommes sans demander quelque chose en échange? Non? Vous n'avez jamais posé la question pourquoi un fruit, tant qu'il n'est pas mûr, tant que la graine n'est pas prête, en fait, on ne peut pas le manger, il n'est pas sucré. D'ailleurs, un fruit, souvent, tant que la graine n'est pas mûre, il va être vert, il va être d'une couleur, en fait, qui ne va pas attirer votre attention. Vous savez, le secret, en fait, la réponse à cette question, à ce mystère, elle réside, en fait, dans notre système digestif. Oui. Parce que ces pépins que nous allons ingurgiter, une fois que nous allons digérer la chair de la pomme, eh bien ces graines, elles vont circuler dans notre tube digestif. Et comme le dit si bien Jared Diamond, qui est un grand historien de l'environnement, je vous conseille un de ses ouvrages qui s'appelle Effondrement, d'ailleurs qui a été à l'origine de tout un courant, la collapsologie, donc la science de l'effondrement, mais ici dans une œuvre où il a essayé d'analyser l'origine des inégalités parmi les sociétés, il nous rappelle que l'agriculture est sûrement née dans les latrines. Alors les latrines, c'est tout simplement les toilettes d'avant, puisque avant les gens, ces toilettes-là, elles étaient directement en relation avec la terre, et en observant, ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui poussaient dans leurs excréments. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu analyser bien plus tard, trouver des graines fossilisées et justement mieux en savoir un peu plus sur le régime alimentaire de nos voisins, de nos ancêtres, excusez-moi. Alors vous voyez toujours pas où je veux en venir, j'avoue. Vous allez voir. Vous allez voir quand je vais vous expliquer, vous allez trouver ça évident au final. Alors vous pourrez me dire, oui, mais monsieur Tidjani, c'est bien, mais aujourd'hui on n'a plus de latrine. Quand on mange une pomme, ces graines-là, elles finissent pas dans la terre, elles vont dans les égouts. C'est vrai. Mais pourtant, nous continuons à cultiver des pommes. Nous continuons à entretenir ces plantes, ces pommes, à les protéger. Nous en avons fait même toute une économie internationale, même à l'échelle internationale. Et en fait, en ce qui concerne le smartphone, c'est presque la même chose. Si je vous posais la question, à votre avis, à quoi servent vraiment les smartphones? Vous pensez qu'ils servent seulement à téléphoner et à surfer sur Internet? Ça sert à quoi un smartphone? Quelle pourrait être la graine, en fait, qui est disséminée dans le smartphone comme dans la pomme? L'intention cachée, en fait. Eh bien, c'est tout simplement de récolter vos informations. Chaque mot que vous prononcez, chaque idée, chaque émotion, chaque sensation que vous traduisez par les mots, par des images, elles sont collectées et c'est un véritable marché aujourd'hui, un commerce qui représente des milliards. Vous savez très bien que, comme on l'a dit, quand les choses vous sont données gratuitement, c'est vous le produit. Eh bien, à vrai dire, d'ailleurs, c'est un environnement qui est vraiment en train de c'est une véritable révolution qui est en train de se faire autour de nous. Regardez à l'échelle du temps, en l'espace d'à peine 15 ans, comment ce nombre de données est en train de prendre de l'ampleur et le marché qui le représente. Au cœur de tout cela, le langage.
l'intelligence et la maîtrise du langage. C'est pour ça que pour moi il est très important, en fait, les mots sont un véritable environnement, et parler d'écologie des mots, et parler de l'écologie par les mots, c'est pas seulement quelque chose d'anodin, parce que je voulais vous montrer une autre forme d'environnement qui est totalement invisible, comme ça, qui paraît immatériel, et pourtant qui influe totalement sur notre perception de l'environnement, et de plus en plus sur notre manière de penser. Pour finir cette introduction, il faut aussi réaliser que cet environnement, même s'il est immatériel, dans la réalité, dans la matière, il représente une somme de pollution aujourd'hui immense. Vous savez qu'aujourd'hui, le Big Data, c'est quasiment le 5e consommateur d'énergie dans le monde. Voilà. Donc ça, c'était pour cette petite introduction. Et pour que vous preniez conscience non seulement de l'importance du langage, l'importance qu'il est en train de prendre, parce que la révolution, en fait, de l'information et de l'intelligence artificielle, elle est largement autour de la maîtrise et de l'intelligence de notre langage. Maintenant, revenons sur notre sujet, le thème qui nous intéresse, et commençons donc par la révolution de la maison. Qu'est-ce que ça pourrait bien être, cette révolution de la maison? Bien tout simplement, c'est cette révolution qui s'est déroulée il y a entre 12 000 et 10 000 ans avant notre ère, c'est celle où l'être humain s'est installé dans une maison. Et je peux vous assurer que, en fait, cette révolution, il n'y a quasiment pas eu de révolution plus importante que celle-ci. C'est le moment où le chasseur-cueilleur, en fait on devrait dire chasseur-cueilleuse, parce qu'au final, on le sait de plus en plus, que les tâches se sont réparties entre l'homme et la femme. L'homme a été beaucoup plus porté sur la chasse et les femmes sur la cueillette. Et d'ailleurs, c'est par cette relation qui était déjà un début de relation de collaboration avec la nature que les femmes, en fait, sont les véritables, on va dire, pionnières de cette révolution de la maison. C'est pas pour rien qu'on dit moulette et dard, d'ailleurs. Et donc, cette révolution, c'est celle où aussi on a changé notre relation avec la nature. C'est-à-dire que d'une relation de domination, on en est arrivé à une relation de domination toujours, certes, mais aussi de collaboration. Collaboration avec la faune, collaboration aussi avec la flore. Un grand historien de l'urbanisme qui s'appelle Lewis Mumford, dans les années 50, a écrit un livre aussi que je vous recommande, qui est La cité à travers l'histoire. Dans ce livre, il va retracer l'histoire des villes de la préhistoire à nos jours. Et qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend que le village est une invention de la femme. Le village est une invention de la cueilleuse. Là où la ville est une invention du chasseur et de l'homme. Et pour la petite parenthèse, sachez que parmi les pionniers de l'écologie politique, il y a eu des mouvements féministes. Voilà, incarnés notamment par Françoise Daubonne. Et vraiment, les femmes se sont rendues compte qu'en fait, elles avaient une forme de solidarité avec la nature, parce que les femmes, comme la nature, étaient oppressées en fait par le monde un petit peu patriarcal, le monde des hommes. Et d'ailleurs, certaines vont remettre en question cette expression mère nature, parce qu'elles vont voir que quelque part, en féminisant la nature et en naturalisant la femme, on allait comment dirais-je, justifier la domination de l'une et de l'autre. Voilà pour la petite parenthèse. Donc cette révolution, c'est la révolution de la maison et c'est la révolution de la domestication. C'est une révolution qui s'est faite pas seulement à l'endroit de la planète, qui s'est fait, qui a pris son temps et qui s'est fait un peu partout. Et domestiquer, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on s'intéresse au sens d'un mot, c'est toujours bien d'aller voir dans son étymologie, en fait, dans son origine. Domestiquer, ça vient du latin domesticus, de la maison, au sens de la famille. C'est vraiment d'art comme nous. Donc, et ça vient de domus, la maison. Domestiquer, en fait, domestiquer un animal ou une plante, c'est quelque part en faire un membre de la famille. C'est en fait... ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il va faire partie de notre maison. Il va faire partie du territoire de l'homme, en fait. Enfin, du territoire, du monde de l'homme, de la maison. Voilà. Donc,
là, on voit déjà que la domestication, peut-être que vous comprenez mieux pourquoi je parle vraiment de la révolution de la maison. Parce qu'avant, nous n'avions pas cette relation avec la nature. Il y avait une relation d'intimité, en fait. Cette révolution aussi, c'est une révolution qui va être à la fois technique, l'invention de l'agriculture, qui va amener à l'invention de l'écriture, donc du langage. C'est une révolution démographique, parce que, en fait, le régime alimentaire, eh bien, de nos ancêtres, il va être complètement bouleversé et il va y avoir en fait, comme il y a eu pour la révolution industrielle, un boom démographique, mais c'est aussi des changements sociaux. C'est là que la violence apparaît, la guerre aussi va apparaître avec la maison, la hiérarchie, ce genre de choses n'existait pas, ou en tout cas pas d'une façon aussi établie, de nouveaux outils et surtout de nouvelles conséquences environnementales. Imaginez qu'en fait, nous n'avons domestiqué les animaux et les végétaux qui sont domesticables par l'homme, ça représente à peine 1% de la biodiversité. Et ce 1%, parce qu'il nous a été utile, il nous a été familier, nous avons détruit une grande partie justement de cette biodiversité pour la remplacer par notre maison, en fait. Parce que ces animaux et ces végétaux font partie de notre maison. Et c'est ainsi que, par exemple, le blé, qui était une plante sauvage, en choisissant, parce que je pense que nous avons été nous aussi domestiqués par les végétaux, ils nous ont mis un peu comme la pomme tout à l'heure, si vous avez compris un peu mon raisonnement. Et il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, quand on parle de nature sauvage, quand les gens parlent de nature sauvage, souvent, les paysages qui pensent sauvages, si on remonte à plusieurs millénaires, ils ont déjà été transformés par l'homme. Aujourd'hui, il y a très peu d'endroits sur Terre où la nature est véritablement vierge. C'est un truc dont il faut prendre conscience. Donc c'est pour ça qu'en fait, on pourrait considérer que cette révolution de la maison, donc le néolithique, l'ère de la nouvelle pierre, eh bien, elle est peut-être, elle, la première révolution industrielle. Si on revient à l'étymologie du mot industrie, qui veut dire activité humaine, l'ensemble des activités humaines, eh bien, cette révolution du néolithique, c'est la véritable révolution industrielle et toutes les celles qui l'ont précédée, en fait, ne sont que le prolongement de ça. Je peux même conclure par vous dire que le mot capital vient du mot capitus, qui veut dire tête de bétail. Vous savez que chez nous, comme on dit l'argent, elle mêle. Et comme on appelle le troupeau, elle mêle aussi. Voilà. Sauvage, si on parle de domestique, on va forcément parler de sauvage. L'origine de ce mot, elle est très très intéressante. Sauvage, en fait, ça vient aussi du latin, et là, sauvage, c'est en relation avec la forêt. En fait, pendant très longtemps, et notamment les Romains, considéraient que tout ce qui était en dehors du champ agricole, et tout ce qui était dans la forêt, en fait, c'était le monde sauvage. C'était le monde qui n'était pas domestiqué. Vous êtes avec moi, madame? Ça va? Vous allez bientôt vous endormir? Non, ça va, ça vous intéresse? Super. Donc, sauvage, d'abord, ça a été pour qualifier les animaux qui appartiennent à la forêt. Et puis, au fur et à mesure, ça a été vraiment pour parler de tous les animaux qui ne sont pas domestiqués. Ce que je pourrais vous dire sur la forêt, c'est que vous savez que pendant très longtemps, quand on disait aller au désert, avant que les Occidentaux découvrent ce que nous appelons le désert, étymologie du mot désert, déserticum, qui est coupé de la civilisation. Un désert, c'est ça, pendant longtemps. Eh bien, ils allaient à la forêt, en fait. Et là, on voit, en fait, que pendant très longtemps, il y a eu une séparation, en fait, entre la nature et la culture, entre le monde de l'être humain et celui qui n'est pas le sien. Et cette séparation, en fait, elle a posé beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on en revient, parce que Lévi-Strauss, par exemple, je pense que beaucoup connaissent cet anthropologue. Lui, il a vraiment beaucoup étudié cette dichotomie, cette distance entre la nature et la culture. Et un de ses disciples, Philippe Descola, lui, justement, a expliqué qu'au final, cette différenciation culture et nature, en fait, c'était surtout un produit de la culture occidentale. Que dans énormément de cultures, il n'y a jamais eu de séparation entre l'homme, entre l'être humain, je préfère dire, et la nature. Elle a pour origine cette séparation, notamment l'esprit cartésien. En fait, quand on a commencé justement à prendre Descartes,
dans le discours de la méthode, on cite souvent cette citation où l'homme a essayé de devenir maître et possesseur de la nature, comme maître et possesseur. D'ailleurs, c'est très important, ce comme, il joue un rôle très très important, parce qu'au final, beaucoup de gens ont mal interprété cette phrase. Le comme veut dire que si l'homme doit se comporter comme celui qui est le maître et possesseur de la nature, à l'époque, on croyait encore en Dieu, et en fait, cela impliquait une responsabilité au final. Donc on a un petit peu oublié, et beaucoup de gens ont préféré voir dans cette phrase une autorisation pour se servir de la nature comme un instrument. Alors comment on est passé de l'économie à l'écologie? Déjà, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'entre économie et écologie, il y a un radical commun? Éco. Éco, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi éco? Oikos, logos. Oikos, ça vient du grec, qui veut dire la maison. Encore cette satanée maison. La maison chez les Grecs, qui était, comme chez nous, Tar, c'était pas juste 4 murs, c'était la famille, le foyer. D'accord? C'était un espace, un environnement, un espace économique, puisque Tar, on produit, surtout que souvenez-vous, dans les maisons qui voient Tar, les gens produisaient des choses, consommaient, et c'est aussi un statut social. D'ailleurs, souvent on dit je viens avec Tar, avec la maison, et c'est un patrimoine. J'ajouterais, c'est aussi un matrimoine, parce qu'on parle souvent du patrimoine, mais on nous dit de parler du matrimoine, en fait, c'est l'héritage que nous ont laissé les femmes. Et d'ailleurs, cet oikos, si c'était l'homme qui en était le propriétaire, celle qui pratiquait l'oikonomia, l'économie, c'était bien entendu la maîtresse de maison. Et l'oikonomia, donc Aristote, c'est pas le premier à avoir utilisé ce terme, il y a eu Xénophon, mais c'est le premier vraiment à avoir vraiment disserté dessus. L'oikonomia, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'administration de la maison et par extension de la cité. C'est un art à la fois domestique et politique. Et pour Aristote, le but de l'oikonomia, il faut le dire tout de suite, ça n'est pas, bien sûr, que ce soit le maître de maison ou l'administrateur de la ville, il va user du pouvoir, il va user de la richesse pour arriver à ses fins, mais son but ultime, c'est l'éthique. Et l'éthique, en quelque sorte, c'est le bien-être de la cité. D'ailleurs, il va différencier, il va parler de la crématistica, qui est en fait l'art d'accumuler les richesses, et il va expliquer qu'il existe 2 formes de crématistique. Il y a la bonne, qui est un moyen d'atteindre l'éthique, et il y a une mauvaise, celle qui devient un but. Comme aujourd'hui, l'économie, aujourd'hui le but de l'économie, est-ce vraiment le bien-être des citoyens, ou alors est-ce pas plutôt accumuler des richesses? Rapidement, on a parlé du mot nature. Il faut savoir que le mot nature, c'est un mot, pendant très longtemps, qu'on n'a pas utilisé en fait. Par exemple, les Grecs, ils parlaient de la physis, physique, physis, ça vient de ce mot. Et la nature, au début, c'était tout ce qui pousse. Tout ce qui pousse et tout ce qui peut croître. Donc l'être humain aussi. Donc ça a été pendant longtemps un grand tout. Après, c'est devenu tout ce qui est matière, puis après, c'est devenu tout ce qui n'est pas humain. C'est avec, au fur et à mesure, cette séparation s'est faite. Et oikos, logos, pourquoi? Parce que, en fait, oikonomia, oikologie, logos, le logos, en fait, c'est l'intelligence des choses. C'est le discours, mais c'est quelque part l'intelligence qu'il y a des choses, en fait, qui existent et qui échappent à notre maîtrise, mais avec lesquelles on doit faire. Alors que le nomos, c'est justement les lois, c'est ce qui fait que l'être humain maîtrise. Et je pense qu'en fait, bon, vous avez compris que entre l'oikos logos et l'oikos nomos, il y a 2 choses complémentaires. Parce que si on est en intelligence avec la maison, on doit aussi être capable de la maîtriser. Donc l'intelligence et la maîtrise. Et c'est pour ça que d'abord, au début, on a d'abord parlé de l'économie de la nature, avant de parler d'écologie. Et quand on a parlé d'économie de la nature, il y a eu 2 courants en fait. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les biologistes et les économistes se sont mis d'accord entre eux. En fait, à l'époque, les économistes et les biologistes
s'inter-influençaient pour parler de cette économie de la nature. Par exemple, il y a un courant, celui de François Quesnay, un économiste français qui s'intéressait énormément à l'agriculture et qui voyait dans l'agriculture justement une activité économique qui était totalement dépendante des aléas de la nature. Et Carl von Linné, s'il y a des biologistes ici, vous devez connaître ce monsieur, c'est le monsieur qui a classifié en fait toutes les plantes. Et lui, il a vraiment vu la nature comme quelque chose d'ordonné, comme la création d'un être supérieur, et il l'a montré en fait à travers sa classification que nous utilisons encore aujourd'hui, justement cet ordre, cette économie, cet ordre de la maison. Eux, ils pensaient que le gouvernement, en fait, c'était le gouvernement celui de la nature. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des lois dans la nature qu'on ne peut pas dépasser. Comme il y a des lois dans le marché qu'on ne peut pas déplacer. On ne peut pas dépasser. Comme il y a des nobles et il y a des non-nobles. Et il y a des statuts sociaux qui ne peuvent pas dépasser, en fait. Ça, c'est la première école. La deuxième école, c'est celle de Adam Smith. Je pense que vous avez tous entendu parler de sa fameuse main invisible, hein, qui n'est qu'un dixième qui est quelque part quelque chose qu'il a dit d'anecdotique, mais c'est ce qu'on a retenu de lui. Et Charles Darwin, donc, qui a inventé la théorie de l'évolution, les deux aussi se sont inter-influencés, et eux, on dit plutôt que c'est le changement, en fait, qui est la source de l'équilibre. Et que là, en fait, l'être humain, en s'adaptant, en réalisant des révolutions sociales et techniques, il pouvait, en fait, dépasser la nature. Les lois de la nature n'étaient pas une contrainte, en fait. Que l'être humain pouvait, et il en va de même, que par le jeu de la compétition, par exemple, un homme pouvait atteindre tous les statuts qu'il voulait. Donc ce sont les deux écoles. Je pense que vous avez compris quelle école a gagné au final, sachant que bon, il y a eu quand même un côté obscur à cette théorie qui est la théorie en fait du darwinisme social. Là vraiment on a poussé les choses. C'est la fameuse loi du plus fort. Parce que quand on parle de Darwin, souvent on parle de la loi du plus fort, mais on oublie que Darwin, à la fin de sa vie, il a étudié les vers de terre. Et il a prouvé que les vers de terre sont des êtres qui sont peut-être les plus simples, les plus archaïques, et pourtant ils ont survécu quasiment à toutes les ères géologiques. Pourquoi? Parce qu'ils étaient utiles. Parce qu'en fait, ils ont toujours su se rendre utiles à la nature. La nature n'a jamais pu se passer d'elle. Donc pour lui, ça n'a jamais été vraiment la loi du plus fort. Ernst Haeckel, c'est le monsieur qui a inventé le mot écologie. Ernst Haeckel, lui, c'était un darwiniste, qui n'a rien compris à Darwin, d'ailleurs, selon les experts. Mais en tout cas, lui, se réclamait de Darwin. Mais surtout, c'était aussi un artiste. D'ailleurs, c'était vraiment un artiste qui a une grande influence, parce qu'à un moment de sa vie, il a choisi de peindre, en fait, ce qu'il voyait avec son microscope en observant des organismes marins. Ce livre-là, il a eu un retentissement phénoménal dans le monde artistique, et l'art nouveau, en fait, s'est beaucoup inspiré de lui. Lalique, par exemple, celui qui fait des lampes, à la première exposition universelle, la porte comme ça, avec des formes, tout ça, c'est inspiré des formes de Ernst Haeckel. Comme quoi, vous voyez, l'écologie, elle a joué un rôle. Et donc, pour lui, par écologie, il voit les choses au sens large. Pour lui, l'écologie, en fait, c'est toutes les conditions de vie. Vous voyez, on n'en est pas encore à la petite fleur, ce genre de choses. C'est vraiment toutes les conditions de vie. Il faut savoir que lui, en fait, c'était un moniste. Il y a eu deux courants, en fait, de pensée qui, depuis la nuit des temps, s'opposent. C'est le dualisme et le monisme. Et lui, en tant que moniste, il était convaincu qu'il n'y a qu'une seule chose, l'ouahidiyya, si vous voulez. En fait, je ne pourrais pas vous résumer mieux la chose, et c'est pour ça en fait qu'il en est arrivé à parler d'écologie, même si ce n'est pas lui qui a inventé l'écologie. Celui qui a inventé l'écologie, le père fondateur de l'écologie en tant que science, c'est Alexander von Humboldt, donc un Allemand, mais qui a été très proche de la communauté scientifique française. Et Alexander von Humboldt, lui, c'est un homme qui a voyagé aux quatre coins du monde, vraiment, et il a observé la géographie des plantes. C'est-à-dire qu'il a essayé de voir à travers le monde qu'est-ce qui faisait que les plantes, en fait, que telle plante pousse à tel endroit, et ainsi de suite. Et notamment, il a exploré tous les volcans d'Amérique du Sud, et il s'est rendu compte qu'avec l'altitude, en fait, il y avait des cortèges de plantes qu'on retrouvait un petit peu partout. Et c'est comme ça qu'il a trouvé la relation, en fait, entre le climat et les plantes. Et c'est comme ça que lui, vraiment, il a posé les premières théories d'écologie, et aussi qu'il a été un des premiers à parler du changement climatique.
Je passe rapidement. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que l'écologie d'abord, scientifique, elle s'est intéressée à la géographie des plantes. D'accord? C'est seulement en 1927 qu'on s'est intéressé aux animaux. D'abord, c'était vraiment les plantes, parce que les plantes, c'était plus facile à observer, je pense. Voilà. Donc, l'écologie, c'est donc une science de l'environnement qui s'intéresse, et ça c'est très important, aux interactions entre les habitants et leur milieu. Ce qui compte, c'est pas la petite bébête, d'accord? C'est la relation qu'ont toutes les bébêtes avec les autres bébêtes dans leur environnement. On est toujours dans la maison, et c'est pour ça que, donc, les conditions d'existence, les comportements, l'équilibre du milieu, l'écologie, c'est une science de l'habitat. Vous avez vu ce que j'ai mis en avant dans le mot habitat? Habitat, donc ça a été d'abord une notion géographique, puis après, vous savez que c'est devenu une notion sociologique, vraiment bien plus tard. Mais l'habitat, c'est d'abord l'habit, ça vient du mot habit. J'ai choisi cet habit, le Golnous, parce que je me suis rappelé que Ibn Khaldoun disait que le pays des Berbères commence là où le pays du Golnous commence et s'arrête là où le pays du couscous s'arrête. Pour vous dire qu'un vêtement, un habit, c'est pas quelque chose d'anodin. Et aussi le mot habitude. Habitat, donc, ça tient son origine de habit et habitude. Donc, habiter, c'est quoi? Eh bien, c'est être habillé, c'est habiller un espace avec des habitudes. On l'habille. Mais c'est aussi être, excusez-moi, être habillé par cet espace. Votre première maison, ce sont vos habits, mais après, votre premier habit aussi, votre deuxième habit, c'est votre maison, c'est votre environnement. Donc si vous êtes mal habillé, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est une seconde peau. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Donc l'écologie, son sujet, c'est l'écosystème, le système de la maison. Et ce système, rapidement, il y a le biotope, donc c'est tout ce qui est non-vivant, abiotique, la biocénose, et ça donne l'écosystème. Et c'est un nom qui n'existe que depuis 1935, l'écosystème, pareil. Donc, pour finir sur l'écosystème c'est quoi? L'écosystème, tout simplement, c'est une zone d'échange d'énergie, de matière et d'information. C'est une économie. Voilà pourquoi, en fait, l'économie et l'écologie ont toujours été liées, en fait, quelque part. Alors maintenant, on va voir comment on est passé de l'écologie à l'environnement. Parce qu'il faut vous dire que tout ça s'est passé au XIXe siècle. L'économie politique, elle a émergé au XVIIIe siècle, et l'écologie scientifique, 19e. Il y avait très peu d'écologistes, et l'écologie, pendant super longtemps, c'était une science, voilà quoi, anecdotique. Et puis, on a commencé à s'intéresser à l'environnement. Vous savez, le mot environnement, c'est un mot qui n'existe depuis pas longtemps, enfin, qui existe depuis le XIIe siècle, mais qui a été utilisé depuis pas longtemps. Un des premiers à avoir utilisé, cet homme qui a, d'ailleurs, j'ai repris cette phrase parce que je la trouve très intéressante, l'homme et la nature prenant conscience d'elle-même. Et ce monsieur, c'est un grand génie, il s'appelle Élisée Reclus, qui est un géographe, en avance sur son temps, mais vous n'avez même pas idée, et déjà, à la moitié du XXe siècle, il dit que l'homme, qui par ses travaux peut troubler l'économie des rivières, dérange également l'harmonie, sans mentionner l'influence toute locale que les villes exercent en élevant la température et malheureusement de la colonisation, des grands bouleversements. Et Pierre Poivre, par exemple, lui, il a vraiment fixé des lois pour éviter ça, et on considère que l'édit qu'il a mis en place, c'est un des tout premiers textes, en fait, il en a inspiré plein d'autres, mais de textes sur la protection et la conservation de l'environnement. Lui aussi, il a mis en avant la relation entre le climat et la déforestation. Le moment clé, en fait, et c'est souvent le cas dans l'écologie politique, c'est un livre. Il faut savoir que les artistes et les auteurs, par exemple Alexander von Humboldt, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il a vraiment eu un grand succès, il a vraiment fait connaître la nature et l'écologie parce que c'était non seulement un grand scientifique, mais c'était un grand écrivain. Et souvent, quand des scientifiques sont aussi de belles plumes, eh ben, ils touchent le grand public. Et cette femme,
Rachel Carson, elle a écrit un livre qui s'appelle Silent Spring, donc les printemps silencieux. Tout à l'heure, Manel, elle a fait une petite allusion à cette image des printemps silencieux. Et bien, printemps silencieux, pourquoi? Parce que tout simplement, en faisant des recherches, elle s'est rendue compte qu'elle n'entendait plus les oiseaux dans les champs à cause des pesticides. Et c'est la première qui a attiré l'attention de l'opinion publique sur à quel point les pesticides et les produits chimiques ont introduit notre environnement. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 000, aux dernières nouvelles, il y a plus de 100 000 particules qui se sont intégrées dans notre monde. Aujourd'hui, vous avez du plastique en vous, et moi aussi, il faut faire avec. Donc, elle, dans les années 60, quand elle sort ce livre, un beau livre avec une belle plume, vous pouvez d'ailleurs en voir un extrait, ça va créer un véritable tollé. Il y a eu aussi, avec Apollo 8, en 1968, la première fois que les êtres humains ont pu voir la Terre vue de l'espace. Ils ont compris que leur home, leur maison, ils ont pu voir en fait qu'ils vivaient tous sur la même planète et quelque part qu'ils vivaient dans une planète commune. Ça aussi, c'est un moment clé dans l'histoire de l'environnement. Et quand je dis environnement, on devrait parler aussi d'écologie politique. C'est ainsi que la diplomatie suédoise, en 68, les diplomates suédois vont demander au Conseil des Nations de l'ONU d'intégrer l'environnement, en fait, dans les sujets. Jusque-là, l'environnement, c'était quelque chose dont on ne parlait pas. C'est un mot qu'on ne connaissait pas, d'ailleurs. Ils ont d'abord parlé de milieu humain, et puis le mot environnement est arrivé. On a dit que si à tout nouveau problème, il faut un nouveau mot. Et dès qu'on a parlé d'environnement, on a parlé de problème. L'environnement, ça a tout de suite été un mot qui était associé à des problèmes de relation entre l'être humain et donc ce qui l'entoure. Et c'est comme ça qu'en 1972, date de mon année de naissance, et pas loin, parce que je suis né le 21 juin, donc c'était pas loin, le premier sommet de la Terre, la première conférence qui va réunir des gens du monde entier. Bon, les Russes, il y a eu des petites histoires avec Berlin-Est, Berlin-Ouest, les Russes ont boycotté à la fin, ils ont été pour, donc, mais on peut dire en tout cas qu'il y a eu beaucoup de pays qui ont été là, et c'est la première fois qu'on a parlé d'environnement, vraiment, et surtout, on a parlé de développement. Parce que quand on a parlé d'environnement, et surtout ce qui s'est passé, on a eu beaucoup de mal à parler d'environnement à cette époque, parce que vous aviez les pays du Sud et les pays du Nord qui n'étaient pas d'accord, en fait. Tout à fait, je suis d'accord. Donc voilà. Et au final, dans les années 70, seulement, dans le dictionnaire, rentre le mot environnement, donc qu'on va appeler l'ensemble des agents physiques, chimiques et biologiques. Je vous laisse lire la suite. Moi, j'ai toujours préféré dire tout ce qui nous entoure et nous influence. Tout ce que nous entoure nous influence. C'est plus simple, mais c'est plus précis, ça. Donc imaginez, ce environnement, ça n'existe dans nos dictionnaires que depuis entre les années 60 et 70. C'est vraiment récent. L'écologie devient écologisme. Vous savez bien que quand un mot finit par isme, ça devient une idéologie. Et l'écologisme, il s'est divisé en deux courants. L'écologisme et l'environnementalisme. C'est quoi la différence? Les écologistes, ils sont beaucoup plus axés sur la nature, la préservation, on va voir ce que c'est. Et les écologistes aussi, ils pensent qu'il faut créer il faut complètement revoir toute l'écologie de l'homme, c'est-à-dire toutes les interactions, toute sa façon en fait de vivre. Ils proposent un nouveau modèle de société, généralement pas très en sympathie avec le capitalisme. D'ailleurs, on a souvent dit que les rouges sont devenus verts, alors que les environnementalistes, eux, disent que en fait, l'environnement, c'est un problème. Donc si c'est un problème, il y a des solutions, et ces solutions, elles sont technologiques, techniques. Ne changeons pas le monde, au contraire, le capitalisme, quelque part, il a toutes les clés pour régler les problèmes. Donc, voilà, c'est vraiment deux mondes. Quand on parle d'écologisme, il faut bien voir qu'il y a l'environnementalisme et l'écologisme. C'est pas la même chose. De même que quand on dit préserver la nature ou conserver la nature, ça ne veut pas dire la même chose. La préservation, c'est justement les écologistes. J'ai pas le temps de vous faire un cours sur l'histoire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, mais préserver, c'est considérer que la nature, c'est une entité dont la valeur, elle est intrinsèque. Ça veut dire la nature, c'est pas parce qu'elle est utile
qu'on doit la préserver. C'est parce qu'elle est la nature, tout simplement. Et parce qu'elle est belle, parce qu'elle procure du plaisir, mais c'est d'abord parce que c'est une entité vivante, en tout cas, et qu'on doit la respecter. Alors que la conservation, c'est dire, non, la nature, c'est d'abord une ressource naturelle, elle nous apporte des services environnementaux, elle a une valeur économique, et c'est pour ça qu'on va la conserver. Donc quand vous entendez parler de services écologiques, quand vous parlez du PIB, de la biodiversité, sachez que vous êtes dans la conservation. Et quand vous entendez parler justement de protéger la nature pour ce qu'elle est, eh bien, vous êtes dans la préservation. Ça, c'est très important. Par exemple, en Algérie, réfléchissez bien, je suis sûr que vous avez compris que nous sommes plutôt dans un système environnementaliste et conservateur, ni écologiste, ni préservateur. Après, vous savez, la parfaite raison fut les extrémités. Moi, je pense qu'il faut toujours trouver un consensus entre les choses. Donc, la nature, elle devient biodiversité, c'est-à-dire qu'avant la nature, il y a ceux qui pensent que la nature, c'est une entité, et il y a ceux qui pensent que la nature, c'est une dynamique. Puisque la biodiversité, donc il y a trois biodiversités, celle des écosystèmes, celle des espèces, celle de la biodiversité génétique, et la biodiversité, donc c'est un mot qui est apparu d'abord en 1980, vous imaginez, c'est très récent, et vraiment, au début, donc, on a parlé de diversité biologique, et en 86, vraiment, là, on a simplifié les choses et on a parlé de biodiversité. Comment on est passé de l'environnement au développement durable? C'est quoi un développement? C'est une question que j'ai posée aux enfants hier. C'est quoi un développement? C'est vrai, on parle tout le temps de développement, mais c'est quoi un développement? Changement de situation. Une amélioration? Peut-être. Changement de situation. Un changement. Intéressant, ouais. Quoi encore? Une évolution. Une évolution, ouais. Vous savez, le mot développement, alors moi je suis un littéraire. Hein. J'ai appris l'écologie sur le terrain, et après j'ai appris les choses dans les livres, mais à la base, moi je viens de la langue. C'est pour ça que je m'intéresse au langage. Mais ce qui est bien, c'est que ça nous permet en fait de comprendre les choses. Alors on va faire une petite analyse, en fait. D. Quand un mot commence par D, ça veut dire quoi? Désemparer, défaire. D, ça veut dire quelque part une action contraire. D'accord? Et quand un mot finit par ment, ça veut dire qu'il y a une action. Développement, c'est sortir quelque chose de son enveloppe. C'est désenvelopper, en fait. C'est ça le sens du développement. Et pourquoi on parle de ça? Parce que d'abord, une fois de plus, c'est la biologie qui a inspiré l'économie. Et la graine, au début, elle est dans son enveloppe, elle va sortir dans son enveloppe et se développer et donner, voilà. Et il y a cette idée, en fait, de développement, c'est qu'une société, elle serait plus ou moins quelque part dans son enveloppe traditionnelle, ou enfin une enveloppe qui l'empêche d'aller vers le développement. Et l'idée, c'est quelque part d'obtenir le plein potentiel de quelque chose qui était à la base à l'état de germe. Développement, c'est un mot qui a été utilisé officiellement en 1949, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et quand on a parlé de développement, c'est un discours du président américain de l'époque, on a tout de suite parlé du sous-développement. Parce que le but du développement, dès le début, ça a été de combattre le sous-développement. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu une théorie, la théorie de Rostow, en 1961, où on a dit qu'en fait le développement c'était un processus historique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que le développement, quelque part, c'est un processus qui se fait. D'abord, on est une société traditionnelle, après, il y a le take-off, ainsi de suite, et à la fin, on arrive vers l'objectif suprême, qui est la société de consommation de masse. Voilà, c'était quoi la théorie du développement? Donc, les pays, vous allez voir où je veux en venir, les pays sous-développés sont des pays en retard dans le développement. Sauf que, en 1972, il y a eu une véritable remise en question du développement. Notamment, d'abord, dans le monde scientifique, avec le fameux rapport Meadows. Je n'ai pas le temps de développer dessus, mais c'est un rapport qui a été commandé par un des premiers think tanks qui s'appelait le Club de Rome. Et là, pour la première fois, l'intelligence artificielle, et oui,
les premiers modèles, on a modélisé en fait toutes les informations qu'on avait sur la Terre, et on a fait des prédictions sur 2100. Et on a fait plusieurs scénarios. On a choisi 3 éléments: démographie, ressources naturelles, environnement. Et à chaque fois, quasiment la conclusion, c'est que c'est en 2100, c'est la fin du monde. J'exagère presque, mais c'est-à-dire que c'est la limite de la croissance en fait. La croissance, et c'est comme ça a été fait par des gens sérieux, avec des outils sérieux, et bien pour le coup, ça a eu un grand retentissement. Et je peux vous dire que la conférence de Stockholm, elle a aussi été influencée par la sortie de ce rapport. Mais pas seulement. En 1974, nous les pays du Sud, nous nous sommes réunis, il y a eu une conférence de l'ONU, le hasard a voulu qu'à cette conférence, il n'y avait que des pays du Sud et des écologistes. Et il y a eu une déclaration, la déclaration de Cocoyoc, donc au Mexique, qui a été incendiaire vis-à-vis du développement, et surtout, on a dit, non, 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 le développement, le sous-développement, c'est pas un retard. Le sous-développement, c'est un produit de votre développement. C'est vous, les pays du Nord, qui vous développez, qui nous achetez nos ressources naturelles à des prix modiques, et c'est vous qui polluez la planète. Et donc, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est, vous nous parlez d'environnement, tout ça et tout, c'est vrai, mais on veut aussi la justice. Donc, cette déclaration, pour que vous compreniez bien, Kissinger, le secrétaire général des États-Unis, il a refusé en bloc. Et c'est là que vraiment les pays du Nord se sont dit, il faut qu'on trouve un truc. Le développement, ça marche plus. Il faut qu'on rajoute un petit truc. Il faut qu'on mette un petit machin pour que le développement, ça passe mieux. Je caricature. Hein. Il y a eu aussi en 1979, ah oui, n'oubliez pas quand même qu'il y a eu entre-temps, il y a eu aussi la Shoah, et que je peux vous assurer que beaucoup de gens, êtres humains, ont remis en question vraiment justement ce développement. Ça veut dire qu'on s'est rendu compte. Imaginez-vous quand même que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, d'un point de vue philosophique, c'est une révolution, l'être humain, il avait le pouvoir de s'autodétruire. Avant la fin du monde, c'était Dieu ou la nature, mais ça n'a jamais été l'être humain. Là, ça a été le cas. Et donc, ce monsieur, Hans Jonas, il a écrit un livre très important, Le principe de la responsabilité, qui a influé sur le développement durable, justement. Et c'est là où il y a eu aussi une grande révolution. C'est qu'on a, pendant très longtemps, dans les sociétés traditionnelles, en fait, ce qui nous a intéressés, c'était les générations passées, pas les générations futures. On n'a jamais parlé de générations futures pendant longtemps. On parlait toujours, les anciens, mais jamais les générations futures. Mais avec l'arrivée de la bombe atomique, waouh, là, la responsabilité future, parce que imaginez-vous quand même que les déchets radioactifs, ça peut durer très très longtemps. Donc là, c'est ce qui a amené notamment cette nouvelle responsabilité. On a d'abord parlé d'éco-développement, mais on a considéré que c'était beaucoup trop encore éco-développement, j'ai pas le temps de développer, mais ça a été considéré comme trop proche des pays du Sud encore. Et enfin, on a trouvé la formule magique. Développement durable. Voilà, donc l'ONU a réuni donc, une équipe autour d'une dame qui s'appelle Gro Harlem, donc une travesti norvégienne. Elle a été choisie notamment parce que c'est la seule écologiste qui a réussi à être 2 fois au gouvernement. Et elle a été Premier ministre quand même, donc voilà, et c'est une femme sérieuse. Et donc, le fameux développement durable est arrivé, et si vous regardez bien dans la définition du développement durable, le mot nature, environnement, il n'apparaît pas. C'est un développement qui répond aux besoins des générations du présent, sans compromettre les besoins des générations futures. Capacité, besoin. Si vous faites de la finance, ou si vous êtes dans le monde des ONG et des... Vous savez que besoin, capacité... Ouais. Est-ce que j'ai le temps de répondre? Je vous réponds après? Vous me laissez le temps? D'accord. Je vais lui donner le micro pour la poser, d'accord? Le développement durable, par essence, c'est le consensus. On a cherché un consensus entre, pour mettre d'accord les capitalistes, je schématise, hein, d'accord? Les tiers-mondistes, les pays du Sud, et les écologistes.
Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a dit c'est simple. Le développement durable, c'est l'efficacité économique. C'est bon? Vous êtes d'accord? Ça marche, on va continuer à faire du business, vous inquiétez pas. La justice sociale, vous inquiétez pas, à partir d'aujourd'hui, les pays du Sud et les pays du Nord, il y aura un peu plus de justice quand même. Et puis enfin, la qualité environnementale. Donc, pour que le développement, le concept de développement survive, le développement durable, en fait, est arrivé avec le consensus. Les 3 piliers du développement durable, par contre, ce n'est apparu qu'en 1992. C'est apparu à partir du moment où on a voulu intégrer les entreprises. Parce qu'en fait, l'ONU a compris à partir de 1992 que le développement durable, ça se fera avec les entreprises. Pas seulement avec les États et pas seulement avec la société civile. Le triptyque, en fait, ce serait société civile, gouvernement, entreprise. Je suis assez d'accord. Ce fameux diagramme-là que vous avez vu, en fait, c'est un diagramme de Venn, en fait. C'est un diagramme mathématique qui permet justement à chercher les consensus. Et ce que j'aimerais attirer votre attention, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule durabilité, en fait. Il y en a 3. Il y a celle-là, c'est celle que vous voyez tout le temps. Vous avez tous vu ce diagramme, avec durable au milieu. Ça, c'est la durabilité, on va dire, moyenne. Il y a, excusez-moi, il y a celle-ci qui est ce qu'on appelle la durabilité forte. Là, l'environnement englobe le social et l'économie, en fait, il est en bas du truc. Les pays scandinaves, en général, ils sont plutôt dans ce schéma-là. Et vous avez ce qu'on appelle la durabilité faible, d'accord? Là, en fait, l'économie englobe tout, le social et l'environnement, en fait, il arrive en dernier. Donc voilà, il y a une approche techno-économiste, il y a une approche qui dit qu'en fait, on peut toujours remplacer quelque chose de naturel par quelque chose d'artificiel. Ça, c'est la durabilité faible. Il y a ceux qui disent qu'on peut trouver un compromis, et il y a ceux qui disent que c'est pas possible. Et le développement durable, en fait, concrètement, il est tiré d'un courant économique et philosophique qui est le libéralisme égalitaire. Macron. Voilà. L'idée, c'est surtout de répondre aux besoins vitaux, en fait. Voilà. Les objectifs du développement durable, je voulais juste, avant de finir sur le développement durable, attirer votre attention que sur les 17 objectifs du développement durable, les gens qui pensent que le développement durable, son souci, c'est l'environnement, il faut regarder bien. Sur les 17, en fait, il y en a 4 qui sont vraiment relatifs à l'économie, il y en a 4 qui sont relatifs à l'environnement, et les autres, c'est la société. C'est pour ça que l'Algérie est 64e, classée 64e sur 164 dans les pays qui ont réalisé leurs objectifs du développement durable, parce que, avec le pétrole, nous avons un indice de développement humain très fort. On a construit beaucoup d'hôpitaux, on a construit beaucoup d'écoles, on a fait beaucoup de trucs, on fait de la quantité. Et pour conclure, on va arriver quand même à l'Algérie, hein, parce que j'espère que vous n'êtes pas trop satisfait. Je suis désolé, mais d'habitude, c'est un atelier que je fais sur 2-3 jours, donc j'essaie de synthétiser les choses. La voie de l'oasis. Pourquoi la voie de l'oasis? Parce que tout simplement, nos ancêtres, c'est pas les seuls, hein. Les oasis, il n'y en a pas qu'en Algérie, il n'y en a pas qu'en Afrique du Nord, hein. Il y en a dans d'autres pays. Une oasis d'ailleurs, si on devait donner la véritable définition d'une oasis, on l'a vu avec les enfants, une oasis c'est un lieu où il est agréable de vivre dans un milieu hostile. C'est ça une oasis. La voie de l'oasis parce que, mine de rien, nos ancêtres, contrairement à nous, grands gaspilleurs devant l'éternel, ont été capables, que ce soit dans des villages kabyles ou que ce soit au fin fond du désert, ils ont été capables de faire beaucoup avec peu. C'est ça, c'est la sobriété. Alors moi je ne parlerai pas de sobriété heureuse, mais je parlerai de sobriété créatrice. C'est ça la voie de l'oasis, el wahaiya. Parce que moi je pense qu'aux Algériens, il faut leur parler avec un truc qui finit par ahaliya. Ça marche mieux que le développement durable. Donc la voie de l'oasis, en fait, la taléba de l'oasis, eh bien, on va la retrouver dans n'importe quel. Moi j'ai fait le tour de l'Algérie, j'ai fait le tour de nos habitats traditionnels, et j'ai toujours trouvé les mêmes règles. On fait avec peu de ressources, on obtient, c'est l'efficacité.
l'Oasis, ce qui est marrant, c'est que nous, on s'y intéresse pas, mais par exemple, Pierre Laprie, donc, qui est né en Algérie, qui est un Oasien, il a un succès fou à travers le monde, sauf dans son pays. Enfin, si, il y a quand même des gens qui... Je l'ai rencontré, je suis allé chez lui. Je l'ai invité d'ailleurs à venir en Algérie, il n'a pas voulu venir. Allez, l'Oasis, c'est un concept qu'on retrouve partout, sauf chez nous. Je comprends pas. Mais, au final, pour l'instant, nous, on est plutôt dans le développement durable, malheureusement. Et le développement durable, c'est le contraire. Aujourd'hui, nous faisons pas grand-chose en consommant beaucoup. Il faut imaginer que l'Algérie, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'intensité énergétique. C'est comment on produit un certain nombre de points de PIB avec l'énergie. L'Algérie, pour produire 1000 points de PIB, elle consomme 5 fois plus que les pays de l'OCDE. Ça veut dire qu'on a vraiment une grande... Regardez, on est classé quand même dans les pays qui ont une forte intensité énergétique. La voie de l'oasis aussi, c'est un consensus. Le consensus, c'est quoi? Dans une oasis, vous avez l'horizontal et le vertical. On est d'accord? C'est une agriculture, en fait, qui part à l'ombre des palmiers, mais qui est aussi horizontale. Vous avez l'enfermement et l'ouverture. Une oasis sans les caravanes, ça n'a aucun sens. L'oasis, c'est à la fois un lieu économique, mais c'est aussi, parce qu'il ne faut pas confondre la palmeraie et l'oasis. C'est très important de ne pas confondre les choses. L'oasis, c'est aussi un lieu de spiritualité et c'est un lieu de savoir. Vous savez que pendant très longtemps, les gens du Nord amenaient leurs ouvrages dans le Sud pour une raison très simple, c'est que les parchemins se conservent mieux à l'air sec, l'air humide, voilà. Et que la plupart de nos oasis, elles ont été fondées souvent par la rencontre entre un guerrier et un sage, la plupart du temps. Et je conclus avec la darologie. Je pense que maintenant vous avez compris ce que ça pourrait être la darologie. Pourquoi je l'ai appelé darologie? Puisque l'écologie, c'est l'intelligence de la maison, la darologie, c'est l'intelligence de la maison. Et cette dar, eh bien, c'est notre pays déjà. Et il y a trois dimensions à la darologie, les 3D. Je me suis dit, il faut que je trouve un truc, en ce moment ça marche bien, les 3 piliers et tout. Donc moi je vous propose les 3D. Premier D, dar, tout simplement, aham. Jamais oublié. Et là, quelque part, c'est le changement intérieur. Je peux vous dire qu'une des grandes particularités, qu'est-ce qui va nous séparer, par exemple, de certains pays, c'est comment nos maisons sont construites. Srifa, Wastadar, Eiladar. Je dis toujours à un étranger, tu sais, en Algérie, si tu n'es pas rentré dans la cuisine, tu n'as rien vu. Nous avons, nous, dans nos maisons, un espace public intime qui s'appelle Bitdief. Et d'ailleurs, je parle aussi beaucoup de l'esprit du moule d'arbre et l'esprit du moule d'as. Parce que, en fait, comment fonctionne Moulas? Comment il pense? Comment il gère son économie, Moulas? Il va consommer beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources sur une journée. Les ressources, il y en a qui s'endettent des fois 5 ans, il va le bouffer sur une journée. Pourquoi? Pour le prestige. Et ses invités, ils savent qu'il en ils savent qu'il n'a pas tout cet argent, mais ils acceptent. Et voilà, alors que Mouledar, comment il pense? Mouledar, il va penser plutôt au contraire à économiser, à faire ce genre de choses. Donc en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le changement, il commence d'abord à la maison. Et chez nous, la grande différence aussi avec d'autres pays, c'est que chez nous, on n'habite pas tout seul. Je peux vous dire, j'ai fait l'expérience d'être un homme célibataire en Algérie, je me suis vite marié. C'est très mal vu, c'est ça que je veux dire. Donc, dans ta maison, tu commences d'abord par faire le changement. Mais ta maison, une fois que tu franchis le pas de ta porte, ça devrait être encore ta maison, ça devrait être encore ton douar, le fameux douar. Donc, vous savez, le douar, ça vient du cercle, les plantes, tout ça et tout. Donc, le douar, c'est quoi? C'est Houtek, c'est ta région, et plus tu vas étendre en fait le champ de ton douar et en fait quelque part étendre le champ de ta dar, et plus ta responsabilité, parce qu'au final, c'est quoi la darologie? Elle répond à une question qui est Shkoun Moulotar. J'aimerais bien vous poser la question, moi, Shkoun Moulotar dans ce pays. C'est vous? Vous êtes tous Moulotar? Alors moi, je pose toujours cette question. Ok. Si vous êtes tous Moulotar, comment ça veut dire que cette maison, je suis désolé, imaginez que je viens chez moi et je la trouve dans l'état où je vois le pays comme ça. C'est vous Moulotar?
D'accord. En tout cas, ça devrait être nous et il faudra vraiment que ce soit nous. Et oui, mais le changement, il commence et il se prolonge avec l'intelligence collective. Et regardez, et après d'ailleurs, il y a Denia. Parce que l'Algérie, c'est pas une oasis coupée du reste du monde. Hein. Je veux dire, les gens qui sont là tout le temps en train de dire l'Algérie, le seul pays au monde, l'Algérie, tous les Algériens, machin truc, il faut voyager, hein. Il faut aller voir. Moi, les bergers dans ma région, ils me disaient toujours qu'en fait, le mot Jazel, ça venait de Jazel. Il est passé par là. Que l'Algérien, en fait, quelque part, c'est un voyageur, c'est quelqu'un qui bouge. D'accord ? Sans visa. Sans visa. Bien sûr, sans visa. Et on le fait, hein, on traverse la Méditerranée, hein, on est capable de le faire. Bref, donc Denia, Dar, Doar, Denia. Plus vous élargissez quelque part le rayon de votre Dar, vous en faites, et donc celui de votre Doar, et plus quelque part votre responsabilité, elle sera importante. Et moi je pense que c'est ça, parce que en fait, je veux conclure là-dessus. Les Africains du Nord et les Algériens plus particulièrement, ils ont besoin d'intimité avec les choses. On a parlé tout à l'heure de domestiquer les animaux qui vivent. Vous savez, quand vous visitez, par exemple, je suis allé chez les Chaouis, quand on va dans la maison, les animaux ils vivent avec. Bon, il n'y a pas un peu partout dans les sociétés traditionnelles. Mais par exemple, je peux vous citer deux animaux qui sont emblématiques de l'Algérie, le cheval barbe et le chien Heidi. Ces deux animaux qui sont réputés pour être éminemment sociaux et éminemment en fait liés à leur maître. Donc en Algérie, s'il n'y a pas d'intimité, on ne parle pas d'espace public, il faut parler d'intimité collective. Dehors, regardez ce qui se passe chez les Mozabites, par exemple, ou ailleurs, chez nos frères kabyles. Regardez ce qui se passe aussi justement dans toutes les régions où on a conservé ce que j'appelle moi la Tejna Karatia, c'est-à-dire l'esprit du conseil de village, et ben vous allez trouver à chaque fois justement de l'ordre. Vous allez trouver des gens qui ont accepté les règles, on ne leur a pas imposé et qui l'ont fait. Et voilà, je vous remercie, j'espère que j'ai pas trop tardé, et voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.